au sein de la conférence sur le symptôme et les troubles du sommeil, eh bien, on avait proposé à Léo Gration de nous expliquer un peu les nouveautés, les découvertes en fait de la physiologie de la dyspnée, qui est quand même un symptôme majeur en cardiologie et en pneumologie. Et voilà, je laisse. Et donc j'ai quelques questions à poser à Léo. Donc, que peux-tu nous apporter comme nouvelles données sur la physiologie de la dyspnée qui semble avoir été ignorée depuis quelques décennies? Alors, la dyspnée, c'est un phénomène qui est très complexe parce que c'est un phénomène qui est complètement subjectif. Si on ne va pas poser la question au patient, c'est difficile d'en avoir une idée. On peut avoir quelques aspects visuels avec le faciès, mais c'est très mal décrit. Alors qu'on a l'impression que c'est un phénomène complètement objectif et qu'on pourrait objectiver avec des marqueurs électroencéphalographiques notamment. Et donc toute la question de ces dernières années a été de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas de manière objective quantifier, évaluer et quantifier cette dyspnée et notamment chez des patients non communicants, donc par exemple des patients endormis. Très bien. Tu peux nous rappeler un peu la physiologie qui n'a pas été complètement qui n'est pas complètement aboutie, mais il semblerait qu'on avait oublié la corrélation du système moteur et sensoriel au niveau cérébral. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié dans nos pratiques pour essayer de comprendre un peu les symptômes. On a voulu surtout les traiter, mais avant de les traiter, il faut les comprendre. Et en fait, la dyspnée, c'est une balance entre une commande motrice et des sensations, une interoception respiratoire qui va se trouver au niveau du système limbique et on va avoir cette comparaison entre qu'est-ce que j'ai commandé et qu'est-ce que je reçois. Et si on a ce déséquilibre, eh bien, va y avoir la sensation de dyspnée. C'est l'hypothèse de la décharge corollaire qui est étudiée, qui est travaillée, qui est pour l'instant l'hypothèse prédominante pour essayer d'expliquer cette sensation de dyspnée. En fait, un mismatch entre l'ordre et la réception. Exactement. Et en fait, on retrouve, en tout cas dans ma pratique en cardiologie, des patients sportifs de haut niveau, par exemple, qui présentaient en fait une dyspnée aiguë et lorsqu'ils étaient traités de l'apnée du sommeil, en quelques jours, ils se normalisaient, en fait, ils le décrivaient comme ça, c'est vraiment un PROM, c'est un symptôme, et ça pourrait expliquer justement cette rapidité. Bien sûr, parce qu'en fait, toute la question, c'est comment le patient va intégrer ce mismatch. Est-ce que ce mismatch va compter dans sa vie de tous les jours? Et on le sait bien, quand on est stressé, anxieux, quand on a une mauvaise journée, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut prendre des proportions importantes. Et donc un patient apnéique, il a beau être jeune, sportif, si jamais il dort pas bien, si jamais il se repose pas suffisamment, ce mismatch peut prendre des proportions très importantes et à ce moment-là, on va avoir des patients qui vont le verbaliser de manière très importante. À l'opposé, des grands insuffisants respiratoires terminaux vont vivre ce mismatch de manière plutôt, on va pas dire simple, mais plutôt habituelle et donc il va y avoir une traduction symptomatologique de la dyspnée qui va être moindre. Pour être un peu plus précis, tu as des biomarqueurs justement, que tu as mis en évidence. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il y a deux types de biomarqueurs sur lesquels on travaille. Le premier biomarqueur, c'est vraiment un phénomène direct de défaillance de la pompe ventilatoire qui est assurée par le diaphragme en permanence et qui est l'activation des muscles accessoires. Quand le diaphragme ne suffit pas, les muscles accessoires s'activent et là il suffit d'aller brancher des patchs électrodes au niveau des muscles accessoires et on va voir ces muscles s'activer ou pas dans les situations de dyspnée. Et le deuxième biomarqueur qu'on essaye de travailler, c'est vraiment le signal EEG au niveau cortical pour essayer de voir est-ce que ce signal EEG peut être corrélé à la traduction symptomatologique de notre patient. Et tu aurais une corrélation symptomatique, mais aussi pronostic potentiellement
Possiblement. Sur les muscles respiratoires accessoires? Possiblement, ça on l'a montré que des patients qui allaient activer énormément leurs muscles respiratoires accessoires peuvent avoir une évolution clinique qui va être plus défavorable, des patients qui vont retourner plus facilement aux urgences, possiblement parce qu'ils ont un ressenti de la dyspnée plus important, ils vont être plus à même d'appeler les secours parce que ça ne va pas et plus à même d'aller dans des structures de soins. Donc la nécessité d'évaluer ce phénotype pour une meilleure prise en charge de ces patients à risque. En fait. Exactement. Dans le monde actuel où on voit que, et on a de plus en plus des traitements ciblés pour certaines pathologies, des traitements compliqués, possiblement onéreux à la fois en coût mais aussi en temps, est-ce que ces patients-là ne nécessiteraient pas qu'on aille un peu plus loin dans la prise en charge, qu'on les accompagne un peu plus, ou là où d'autres pourraient bénéficier d'une prise en charge non pas dégradée, mais en tout cas différente? Merci beaucoup. Merci. Pas de rien. Merci beaucoup. Avec plaisir.